Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast Histoire d'un soir, le podcast où on rencontre des historiens et des historiennes qui œuvrent en histoire du Québec. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Sophie Doucet, qui est docteure en histoire de l'Université du Québec à Montréal. Allô, Sophie? Bonjour. Elle est spécialiste de l'histoire des femmes, de la famille et des émotions au Québec. En 2019, elle a publié une belle thèse dirigée par Magda Farny et Denise Baillargeon, deux chercheuses que vous avez entendues l'année dernière ici au podcast, qui s'intitule, et je cite, « Toujours je sens mon âme se balancer entre les joies et les peines, le paysage émotionnel de Marie-Louise Globensky de 1849 à 1919, observé à travers ses écrits personnels. » Suivant la publication de cette thèse de doctorat, Sophie en a tiré un article scientifique qui lui a valu le prix Hilda Nidby pour le meilleur article francophone en histoire des femmes. Elle a ensuite complété un post-doctorat en histoire entre 2018 et 2020 à l'Université Concordia. Depuis quelques années, Sophie travaille comme chargée de cours dans différentes universités québécoises. Parmi ses autres expériences d'enseignement, elle a notamment été responsable d'enseigner le cours d'histoire des femmes au Québec pour le département d'histoire de l'UQAM, le cours d'histoire de la famille au Québec de l'UQAM aussi, et d'enseigner l'histoire des émotions à l'Université de Sherbrooke. Elle a également enseigné au niveau collégial et donné une charge de cours en didactique de l'histoire à l'Université de Montréal. Sophie Doucet est également autrice de bon nombre d'articles scientifiques qui ont été publiés dans des revues savantes telles que Cap au diamant, Recherches sociographiques, Men's et dans la Revue d'histoire de l'Amérique française. Présentement, elle travaille dans le milieu de l'enseignement secondaire où elle donne des cours d'histoire et de politique. En parallèle à son travail d'enseignante, elle effectue présentement une maîtrise qualifiante en enseignement au secondaire afin d'obtenir son brevet. Et enfin, Sophie siège sur le CA des Archives Passe-Mémoire depuis 2012, qui est un centre d'archives spécialisé dans les écrits personnels, soit les journaux intimes, les autobiographies, les correspondances et les mémoires. Sur ce, je vous souhaite une belle rencontre avec Sophie Doucet et je vous dis bon podcast. Salut tout le monde. Pour une deuxième année consécutive, Yo Eco continue d'être un de nos partenaires pour le café. Aujourd'hui, on voyage avec un café de Canal, qui est un Éthiopien de la région de Guéra. On va pouvoir y goûter un peu bergamote et canne à sucre. C'est un café qui se boit vraiment bien, en fait, autant en espresso qu'en filtre. Comme à l'habitude, je vous le fais en Chemex, dans le fond, assez simple. Ce que j'aime bien aussi avec les cafés éthiopiens, c'est que c'est quand même considéré comme étant le berceau un peu du café. En fait, les premiers arbres auraient été retrouvés plus dans le sud du... Je vais avoir un blanc de mémoire. Les premiers arbres, en fait, auraient été retrouvés dans le sud du Soudan, mais c'est vraiment en Éthiopie où on aurait commencé à faire consommer le café comme fruit. Comme fruit. Comme fruit à la base. Puis c'est juste quelque chose comme 200 ans plus tard, plus vers les années 1800, là, que ça s'est plus démocratisé au niveau de la boisson. Donc, bref, je vais vous servir ça. J'espère que vous allez bien l'apprécier. Merci. 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 T'as dit bergamote et... Canne à sucre. Canne à sucre. Ah ouais, hein? Fait que ça fait un café qui est plus rond. Ouais, tu peux laisser beaucoup d'espace. Oh mon Dieu, oui. Oh wow. C'est une belle saveur. Merci. Merci. Ça fait plaisir, bon podcast. Merci. Donc, allô, Sophie? On commence. Donc, première question toute simple. Là. J'aime ça remonter chronologique en bonne personne formant en histoire. Si on remonte aux sources, si on recommence, mettons, avec ton baccalauréat en histoire. Ouais.
J'ai vu, c'est ça que tu avais complété un baccalauréat en histoire à l'Université de Montréal entre 1995 et 1999. Exact. Qu'est-ce qui t'a amené à étudier en histoire? Écoute, je me suis remis à réfléchir à ça avec le plan de l'entrevue aujourd'hui. Puis je me suis rappelé en fait que ce qui m'a mené à l'histoire, c'est la littérature, le cinéma et la politique. OK. C'est un mélange de ces trois affaires-là parce que depuis le secondaire, j'étais toujours très frustrée quand je lisais un roman ou que je voyais un film qui se passait à une autre époque puis que je comprenais pas le contexte. Ah ouais. Donc, ça m'a donné envie d'étudier en histoire. Ça, puis c'était l'époque quand même, les années 80-90, où il y avait beaucoup de tensions autour de la question fédéraliste, souverainiste. Il y en avait entre autres dans ma famille. Puis ça aussi, j'avais l'impression que dans l'histoire, je pourrais peut-être trouver des réponses à toutes les questions que je me posais là-dessus. OK. Ouais. Wow. Donc ça m'a donné envie d'étudier en histoire. Mais j'ai quand même hésité là, entre littérature, psycho et histoire. OK. Ouais. Puis, est-ce que quand tu es rentrée à l'université en histoire, tu sortais du collégial? Oui. Oui. Oui, Okay. je sortais directement du collège. Est-ce que c'était quelque chose qui t'intéressait déjà au secondaire, au cégep? Oui. J'étais passionnée d'histoire dès le secondaire. Puis au cégep, c'était mon cours préféré. OK. Puis, Ah ouais. Puis quand tu es arrivée au bac, est-ce que l'histoire du Québec, c'était déjà un intérêt ou tu étais plus l'étudiante là, qui s'intéresse à très largement à plusieurs sujets? À tout. Non, l'histoire du Québec, c'est plus arrivé en 3e année. OK. Quand j'ai rencontré certains profs. Mais au départ, là, je voulais tout savoir sur tout. Là, puis j'ai eu des profs passionnants en histoire de l'Europe moderne, en histoire médiévale. C'est ça, le Québec, c'est venu un peu plus tard. C'était peut-être un choix plus facile pour la maîtrise parce que les sources étaient ici, puis plus accessibles. Puis qu'est-ce qui s'est passé en 3e année? En 3e année, j'ai rencontré Denise Baillargeon. OK, voilà. C'est tout. Mais elle enseignait histoire des femmes au Québec ou au Canada. C'était peut-être au Canada. Puis histoire de la famille. Canada aussi, je pense. Puis ça, là, je me suis rendu compte que c'était des sujets plus proches encore de ce qui m'intéressait. Ça me ramenait à ce qui m'intéresse, de l'histoire de mes grands-mères, l'histoire des... C'est ça, c'était de l'histoire très intime. Ouais. C'est ça. C'est bon. Puis... c'était comment faire des études en histoire, justement, à ce moment-là? Est-ce que l'expérience que tu as vécue avec les collègues, tes camarades de classe, ressemble à ce que tu as pu observer dans ce moment, dans tes classes au premier cycle? Je pense que oui, mais le climat politique était bien différent. En fait, c'est vrai, ça me revient, mais quand j'ai commencé, c'était le référendum de 95. C'est vrai. Quand j'ai commencé mon bac. Donc, on était vraiment dans ces discussions-là, bien plus que... c'est ça, disons que le militantisme a changé beaucoup, beaucoup. Puis l'autre chose que j'ai remarqué, comme différence, c'est peut-être que je trouve que les étudiants en ce moment, au baccalauréat, mais c'est peut-être l'effet de la pandémie, me semblent... particulièrement anxieux. Ouais. Ou peut-être qu'ils le nomment plus, mais vraiment, on sent ça. Puis, c'est ça. Peut-être aussi par rapport aux perspectives d'emploi. Mais, il y a ça qui me frappe. Ouais. Non, c'est un fait. Ça se remarque de l'intérieur. Puis, est-ce que l'idée de devenir chercheuse dans le domaine, c'était déjà un projet qui t'allumait à cette période? Pas du tout. Je savais même pas que ça se pouvait. OK. J'étais très naïve. Je savais pas comme que ça existait. On dirait des chercheurs en histoire. J'avais comme pas compris ça. Puis non, c'est vraiment plus en 3e année aussi, quand j'ai eu Denise comme prof. Une année, j'ai comme eu un flash. Je me suis dit, mais je pourrais faire une maîtrise avec elle. Puis là, je suis allée la voir. Puis j'ai dit, ça se pourrait-tu? Puis là, elle est partie à rire. Je pense qu'elle a vu ma naïveté. Puis elle a dit, ben oui. C'est trop hot. C'est ça. Fait que c'est ça. Ouais. OK. Puis t'avais-tu déjà un sujet en tête? Non, j'en avais pas. Donc, j'ai vécu le casse-tête qu'on connaît. Puis
Mais Denise m'avait proposé de travailler, je me rappelle, au début, c'était sur la fête des mères. Il n'y avait pas eu de travaux là-dessus. Tu sais, comment c'est passé cette fête-là, puis pourquoi, puis tata. Puis ça m'intéressait, mais je suis tombée par hasard dans une librairie sur le journal intime de Joséphine Marchand, qui venait juste d'être publié aux éditions de La Pleine Lune. Puis là, j'ai commencé à lire ça, puis c'était savoureux. C'est une jeune femme qui, dans les années 1880, se pose des questions sur le mariage, sur la religion, qui souhaite faire une carrière dans la littérature. Là, j'ai comme vraiment eu un flash là-dessus, puis j'en ai parlé à Denise, puis on a décidé de faire la maîtrise là-dessus. OK. Ouais. Cool. Fait que, OK, wow, parfait. Puis là, c'est ça, en fait, tu as commencé une maîtrise après ça en 99. Ouais. Le tout sous la direction de Denise à l'Université de Montréal. Ouais. Le titre de ton mémoire, finalement? C'est Joséphine Marchand-Endurant ou Le Laurier féminin, une journaliste féministe moderne, libérale et nationaliste, 1861-1925. Donc, c'est ça, tu as déterminé ton sujet. Est-ce que ça s'est fait sur plusieurs mois, ce questionnement-là autour du dépôt? Là, je pense à ça, je suis là-dedans en ce moment. Oui, c'est ça. À vrai dire, je me rappelle plus. OK. Tu t'en rappelleras plus. Ah bon. Il y a plein de suggestions des fois qui arrivent. Oui. Non, c'est ça. Non, c'est vrai que c'est difficile, mais je me souviens plus si ça a été long. Je me souviens juste que quand ça a été décidé, ça a été ça. C'est assez que ça. Ouais. Puis, est-ce que tu veux nous présenter les grandes lignes du projet? Tu sais, mettons qu'on se dit structure comme, mettons ton dépôt, là. Mm-hmm. Question de recherche, hypothèse initiale, corpus de sources. Aïe. En fait, j'essaie de savoir, j'essaie de voir elle logeait où, mettons, sur l'échiquier idéologique de son temps. Ouais. Joséphine Marchand, parce qu'il y avait eu des travaux sur elle dans les années 70 par la première cohorte d'historiennes des femmes qui l'avait, et par des littéraires aussi, mais qui l'avaient jugée un peu sévèrement. Ils disaient, finalement, on est allé voir ses écrits, là, puis elle n'était pas vraiment très féministe, elle était vraiment conservatrice, puis tout ça. Fait que moi, je suis allée revoir ça, puis j'ai constaté que, elle était aussi féministe qu'on pouvait l'être à son époque, tu sais. Ouais. Donc, j'ai un petit peu revisité le regard que les historiennes précédentes avaient eu sur elle, sur son féminisme. Mais c'est ça, ma question de recherche, c'est ça, elle était où idéologiquement? Puis c'était sur ces 4 axes-là, féminisme, nationalisme, libéralisme et la modernité. Puis j'ai vu aussi que c'était une personne très ouverte à la modernité, au progrès, mais plutôt conservatrice sur le plan social, attachée un peu quand même à ses privilèges de bourgeoise. Mm-hmm. Très nationaliste aussi, comme on l'était en son temps, là, puis que toutes les actions qu'elle a posées, elle a fondé le premier magazine féminin québécois, Le Coin du Feu. Puis elle a fondé l'œuvre des livres gratuits qui veillait à distribuer des livres dans les campagnes, parce qu'elle, tout ce qu'elle a voulu faire, c'est remonter le niveau intellectuel des Canadiens français pour donner une dignité à son peuple, en fait. Ah, wow. Ouais. Super. Puis après, ensuite, les résultats, les conclusions de cette grande étude-là? Ben, un peu ce que je viens de dire, là, tu sais, que l'éducation, c'était son grand projet, qu'elle était aussi féministe qu'on pouvait l'être, qu'elle était ouverte à la modernité, très libérale, était très proche des milieux politiques libéraux. Là. Son père était premier ministre du Québec, Félix Gabriel Marchand, au début du 20e siècle. Puis elle était très proche de Laurier aussi. C'est pour ça que dans le titre, on a mis le Laurier féminin, parce qu'elle se rapproche beaucoup de lui sur le plan idéologique. Puis elle était l'épouse aussi de Raoul d'Endurant, qui était un sénateur libéral. Donc, c'est ça. Donc, elle était... c'est ça, c'est un peu ça qui ressort. OK. Puis, juste, parce que tu as mentionné qu'au début, le traitement historiographique qui avait été fait était quand même différent de l'approche que toi, t'as proposée par après. Fait que là, je me demandais en termes d'auteur. Je sais pas si tu te rappelles, mettons, grosso modo. Ouais. Qui est-ce qu'on pourrait dire qui étaient les historiens et les historiennes qui représentent la première lecture dont tu as Sur parlé? Joséphine Marchand? Ouais. Écoute, faudrait que je retourne dans mon mémoire. C'est un petit peu trop loin. OK. Mais je me rappelle qu'il y avait des littéraires, Ouais. puis quelques historiens. Je pense que... Non, parce que je veux pas dire n'importe quoi. Il y a comme des noms qui me reviennent, mais Pas du coup, je me trompe.
Puis, admettons, toi, sinon, avec quelle gang d'historiennes tu as travaillé pour produire ta recherche? Ben, j'ai travaillé avec Denise Baillargeon, mais j'ai travaillé un peu, comment dire, je me suis pas... il y avait personne d'autre qui s'était réintéressé à elle depuis les années comme 70 ou 80, début 80. Elle était comme passée de mode. On avait classé vieille bourge, puis pas très intéressante. Puis là, c'est quand le journal intime a été republié que là, il y a quand même eu un regain d'intérêt. Il y a eu mon mémoire, il y a eu Sophie Montreuil qui a fait une thèse de doctorat en littérature sur elle, mais on travaillait en même temps. En fait, moi, je l'ai pas lu là, pendant que je travaillais. Puis tout récemment, là, il y a eu une biographie qui a été écrite par Marie Lavigne et Michel Stanton-Jean, une biographie du couple Joséphine Marchand et Raoul Dandurand. Donc là, on est arrivé à comme une compréhension plus nuancée, là, je trouve. Fascinant. Ouais. Puis, avant qu'on se rencontre, j'ai regardé un peu ton mémoire de maîtrise que j'ai trouvé en fouillant. Puis, c'est ça, j'ai vu dans la section remerciements que tu avais eu un moment où tu avais songé à interrompre tes études à un certain moment de ton parcours. Puis, je veux juste savoir si tu voulais nous en parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai l'impression que c'est très commun. C'est ça. C'est très intimidant, commencer une maîtrise. Je me rappelle de ma peur devant les sources, en fait. Je me sentais presque étourdie là, devant tout ce que j'avais à dépouiller. Pourtant, c'était pas tant que ça, mais oui, c'était quand même une somme de documents. Puis c'était difficile de garder la motivation au jour le jour parce que la date de tombée est loin. Puis en même temps, là, c'est que j'avais commencé à travailler comme journaliste. C'est vrai. C'est la prochaine section, je pense, de l'entrevue. Donc là, c'est sûr que je trouvais plus de temps à dégager dans mon quotidien pour mes articles qui étaient à remettre dans 2 semaines que pour mon mémoire qui était... donc j'ai hésité, j'ai tergiversé un peu. Mais j'ai persévéré puis je suis très fière, contente de l'avoir fait. C'est ça ton bilan global de la maîtrise. Mais je suis très fière je suis contente d'avoir fait ça, d'être allée jusqu'au bout, puis d'avoir choisi un sujet qui me passionnait aussi. Je suis déçue, par exemple, de ne pas avoir écrit d'article sur mon mémoire ou même peut-être un petit ouvrage. Après, j'ai arrêté. Là, j'ai pas retouché. C'est-tu une interrogation qui t'intéresse encore? Est-ce que tu y retournerais? J'y serais peut-être retournée s'il n'y avait pas eu une biographie publiée. C'est ça, cette année. Mais c'est ça. Mais non, c'est pas grave. Il y a d'autres choses qui m'intéressent. Donc, c'est ça, en parallèle à tes études de maîtrise en histoire, tu as commencé à travailler comme journaliste pour différents médias, soit l'Actualité, la Gazette des femmes, Châtelaine et la Presse, entre autres. Est-ce que tu veux nous en dire plus un petit peu sur ton expérience en tant que telle, en tant que journaliste? Oui. J'ai pas commencé tout de suite à l'Actualité. Ça, c'était comme plus après quelques années d'expérience. Au départ, j'ai commencé, en fait, dans un magazine qui s'appelait Femmes Plus. Grâce à une rencontre avec la journaliste Micheline Lachance, qui écrivait des romans historiques. Elle a écrit le roman de Julie Papineau, entre autres. Ah oui, OK. Puis j'étais allée la rencontrer en 99, à la fin de mon bac, j'étais allée la rencontrer au Salon du Livre pour lui dire que je rêvais de faire comme elle, d'écrire sur l'histoire, puis que je savais pas trop comment m'y prendre. Puis elle m'avait dit, écoute, je viens de devenir rédactrice en chef d'une nouvelle revue qui s'appelle Femmes Plus. Envoie-moi ton CV. OK. Puis là, on s'est parlé, on s'est rencontrés, puis elle m'a confié la rubrique Les oubliés du 20e siècle. Puis chaque mois, on faisait un portrait d'une femme oubliée du 20e siècle dans ce magazine-là. Wow! Ouais. Puis, je tiens à dire que Micheline Lachance est décédée il y a seulement quelques mois, peut-être 2 mois, au moment de l'enregistrement. Puis, ça a été vraiment une personne importante dans mon parcours. Ça devait tellement être une belle opportunité en sortant du bac. Oui, je volais, là. Ça doit. Puis, est-ce que tu avais suivi quelques cours en journalisme ou pas du tout? Pas du tout. OK. Pas du tout, mais quand j'avais fini mon cégep, en fait, je voulais devenir journaliste, puis mon professeur d'histoire préféré, il m'avait dit, c'est bien,
mais si tu veux devenir journaliste, va étudier en histoire. Ah ouais, il a dit ça? Il m'avait dit ça. Ben ouais. voyons, Ouais. c'est dans mes Ah, OK, ouais. on y reviendra. Ouais. On y Ouais, reviendra. ouais. Ouais. Fait que faire une maîtrise en histoire en travaillant dans ce domaine-là, Ouais. comment ça se passe? Ben, c'est un peu difficile là, C'est ça, d'organiser son temps. Puis je suis pas très bonne naturellement pour m'organiser. Fait que Je comprends. il y a des défis, mais ça se fait. Eh mon Dieu, oui, je peux comprendre. Ah oui? Oui. C'est dur à prioriser. Puis, Ben, c'est ça, gérer les priorités, les urgences. Regarde, comme tu disais tantôt, j'ai une date de tombée pour lundi, dans 2 jours. ben c'est ça. C'est ça. Je vais faire ça en premier, tu sais, c'est ça. Puis ton mémoire de maîtrise, c'est ça, portait sur une femme qui œuvrait elle-même dans le monde du journalisme. Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire que tes études en histoire ont influencé ta manière de travailler dans le monde des médias ou quels étaient les liens, je dirais plus intellectuels, en toi, entre tes études disciplinaires en histoire et ta pratique dans le métier? Ben, je dirais que c'est plus des liens peut-être un peu méthodologiques, dans le sens que c'est un peu la même chose. Faire de l'histoire puis faire du journalisme, c'est faire de la recherche Oui. sur un sujet, c'est se renseigner, se faire une tête, puis après ça, redonner ça dans nos mots avec notre sensibilité. Puis fait que je le vois comme ça, un peu comme... C'est 2 choses qui se ressemblent, mais la maîtrise m'a permis d'aller beaucoup plus en profondeur. Et ça apporte une satisfaction plus grande que souvent, c'est ça, en journalisme, je sentais que j'effleurais les sujets, puis là, je me sentais imposteur, tu sais, d'écrire sur quelque chose que je connaissais pas la veille, puis que là, il fallait que j'écrive un article le jour même. C'est ça. Fait que, mais pour la méthode, ça se ressemble, puis d'être journaliste, puis de travailler sur une journaliste, mais ça, je trouvais ça le fun, ça faisait comme une cohérence. C'est tout. Ouais. Puis au niveau de l'écriture, ça a dû t'aider énormément à écrire ton mémoire, de travailler quotidiennement dans le... Ben oui, c'est sûr. Oui, ça a rendu l'écriture plus facile, mais d'un autre côté, il y a un piège là-dedans. C'est que dans le journalisme, c'est de la vulgarisation. Oui. Puis en histoire, tu sais, il faut comme aller plus vers, tu sais, complexifier, nuancer notre compréhension. Puis ça a été quand même difficile parfois là, de switcher un à l'autre. Ouais. Puis est-ce qu'à l'inverse, quand t'arrivais pour écrire tes textes, t'avais de la misère à vulgariser? Ou non. C'est l'inverse plus? Ou... Ouais, okay. l'inverse plus. OK. Ça a toujours été plus facile, plus naturel pour moi de vulgariser. OK. C'est pour ça que j'enseigne aujourd'hui. C'est clair. Puis, dans ton expérience de journaliste, tu as passé 1 année en Chine. Oui. Est-ce que tu voudrais nous en dire plus sur ton expérience? Ben en fait, oui. Je suis partie 1 année avec mon chum de l'époque, puis on a travaillé comme journaliste pigiste. Ah oui. Et en fait, ça a été vraiment une découverte, puis ça m'a formé beaucoup. Ça a formé l'historienne que je suis devenue pour le doc, en fait. C'était cette rencontre avec l'autre. Ouais. L'autre vraiment différent. D'une culture que je comprends pas du tout, que je suis même pas capable de lire. Ça a été comme un émerveillement là, complet. Puis c'est ça m'a amené comme une soif de comprendre, de connaître les humains des autres cultures. Ah, ouais. C'est bon. Puis 1 an en plus, c'est que tu as le temps de t'immerger. Oui. Puis j'ai tellement aimé ce pays-là, la bouffe, la culture, tout, ouais. La langue. J'ai été aussi. On n'a jamais aussi bien mangé qu'en Chine. C'est incroyable! Ça n'avait pas d'allure. Incroyable. Ça n'avait pas d'allure. J'avais comme 18 ans, j'étais végétarienne. En plus, puis on mangeait des dumplings incroyables. Ça n'avait pas de C'était tellement de fun. Ouais. Puis, au tout début de mon bac, à moi, bon, pratiquement ma première session, j'ai assisté à une séance plénière qui a été organisée dans le cadre du congrès d'histoire de l'Institut d'histoire de l'Amérique française à la BANQ, donc l'IAF pour les intimes. La séance, ça s'appelait « Les défis de l'historien dans l'espace public ». Puis elle était présidée par Lise Bissonnette, qui est elle-même journaliste et ancienne directrice du journal Le Devoir. Puis je me souviens quand même vaguement, je n'avais pas noté et tout, c'est vraiment resté dans ma mémoire personnelle, qu'elle avait dit à ce moment-là que les gens formés en histoire faisaient vraiment d'excellents journalistes. Puis là, ça nous ramène à ce que ton prof t'avait dit. Il avait raison. Pourquoi? Ben, je vois 3 raisons. La première, c'est la culture qu'on va chercher en histoire.
être journaliste, pour être journaliste, tu as besoin d'avoir des horizons ouverts, là, d'avoir une culture vaste. La deuxième, c'est l'écriture, comme tu disais tantôt. Quand tu es capable d'écrire sur des sujets complexes, comme on le fait en histoire, puis tu sais, d'expliquer des situations vraiment sur le long terme, tu sais, t'as plus de facilité après pour expliquer des sujets du présent. Puis la troisième, c'est l'esprit critique qu'on va chercher en histoire. Ouais. Ça, c'est qu'après, tu te fais moins prendre... tu sais, quand tu dois discriminer entre une information crédible puis une autre qui ne l'est pas, ben, tu as des outils intellectuels. Je recommanderais encore à quelqu'un qui veut devenir journaliste d'étudier en histoire. Oui. Ouais. Puis je pense que ça devrait être plus mis à l'avant un peu. Parce que quand on commence les études en histoire, ça fait peur, là. Justement, on étudie quasiment la boule au ventre. Là, Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire après? Ouais. On se le fait demander constamment. Oui. Constamment. Oui, c'était le cas déjà. C'est toujours ça. Ouais. Fait Puis on n'a pas de réponse. ben, c'est ça, c'est comme, ben, je vais voir, là, tu sais. C'est ça, on verra. C'est ça. Mais est-ce que tu penses que ça devrait être plus mis de l'avant? Tu sais, on pourrait peut-être même, je sais pas, tu sais, faire une formation en histoire, mettre un bac avec quelques cours de déonto en journalisme, par après, ça doit faire des personnes vraiment bien formées. Il pourrait même y avoir des espèces de ponts, peut-être. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Comme entre les deux bacs. Oui, effectivement, ça serait pas une mauvaise idée. Mais je trouve que d'aller faire un bac complet, c'est une bonne chose. Ah oui. Après, tu vas faire... Ou même une maîtrise, en fait. Oui. C'est ça. Puis ensuite, en 2010, tu as commencé des études doctorales en histoire à l'UQAM. Oui. Puis, si je me trompe pas, tu travaillais déjà activement comme journaliste, puis tu es revenu aux études. Oui. Qu'est-ce qui a motivé le retour aux études? Ben, en fait, c'est justement cette frustration de ne pas pouvoir aller en profondeur dans mes articles. Ça, mélangé au fait que là, j'avais 2 enfants, puis j'étais dans une situation précaire sur le plan, tu sais, la pige en journalisme, là, c'est pas fameux. Là, je me disais, ça peut pas durer longtemps comme ça. Puis la troisième raison, et la plus importante, c'est la découverte d'une source, en fait. Oui. Puis encore une fois, c'est la faute de Micheline Lachance qui m'a appelé un jour pour me dire, écoute, il y a un monsieur qui vient de m'appeler, là, c'est un Monseigneur Lacoste. Il a le journal de sa grand-mère dans son garde-robe, puis il sait pas quoi faire avec ça. Puis là, il voulait que je fasse un roman, mais j'ai pas le temps, je travaille sur d'autres choses. Veux-tu aller voir? Fait que là, je suis allée voir avec mon bébé que je venais juste d'accoucher. Puis là, il m'a montré le journal intime de Marie-Louise Globensky. C'était 6 volumes tapés à la machine sur du papier oignon, là, très, très mince. Il m'a laissé partir avec ça chez moi. Puis là, je suis arrivée chez moi. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, il y a une amie qui m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas un doc? Là, j'ai entendu comme des cloches sonner. Là, j'ai fait une recherche. J'ai vu Magda Farny, UQAM. Là, j'ai eu plein de bons commentaires sur elle comme directrice. Je suis allée la rencontrer, présenter le projet, puis ça a été ça. Ouais, puis pourquoi Magda, c'est ça? Tu l'as connue par bouche à oreille? Oui, ben c'est ça. Oui. Elle avait dirigé la thèse d'Amélie Bourbeau que je connaissais. Puis... en faisant des petites recherches sur Internet, j'avais vu les membres du groupe d'histoire de Montréal, puis j'étais tombée sur elle aussi. Puis, un ami aussi m'avait dit, va voir Magda Farny. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. C'est drôle parce que, anecdote un peu personnelle, en 2018-2019, dans le cadre de mon emploi de l'époque, d'assistante de recherche, je voyais beaucoup de nouvelles publications qui concernaient l'histoire de la famille au Québec. OK. Puis, je pense que ta thèse venait juste de sortir. Ah, ça se peut, oui, 2019, oui. Fait que je me souviens que c'est moi qui l'ai traité. Ah, c'est vrai? Oui. Non! Ouais. Ah! Puis, moi, j'avais déjà eu Magda comme prof. OK. Dans quelques cours au bac. OK. Puis là, j'avais vu ton remerciement. Oui. Puis là, tu as dit merci à Magda Farny en tant que directrice. Je crois que tu as dit droite et bienveillante.
Quelque chose comme ça. Oui, je pense que j'ai parlé de compassion puis de rigueur, quelque chose Exact. de même. Oui. C'est ça, là. C'est ça que je veux. Exactement. C'est une personne humaine en même temps très droite. Ça a vraiment joué un rôle, en fait. Cette petite phrase-là m'est restée dans la tête. Ouais. Ah, ben, je suis contente. Ailleurs, des fois, ça a des effets qu'on ne soupçonne pas. Non, moi, ça fait longtemps que je regarde tes travaux. Ah oui? Oui, vraiment. Puis, c'est ça. Après ça, en 2011. J'ai vu en faisant mon enquête sur toi sur LinkedIn que j'ai arrêté de mettre des choses sur LinkedIn en 2011, je pense. Que l'année 2011 marquait la fin de ta carrière de journaliste. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé à te consacrer plus, je dirais, à temps plein peut-être à la recherche en histoire? Oui, c'est ça, parce qu'au début, j'ai commencé le doc en me disant j'essaie, mais j'étais vraiment pas sûre que j'allais le finir, là. Vraiment, vraiment pas. Puis je continuais à travailler comme journaliste. Puis finalement, à un moment donné, après un an d'études doctorales, j'ai eu une bourse du FRQSC. OK. Et là, donc, j'ai arrêté d'écrire comme journaliste, puis je me suis consacrée à ça. Puis là, je vais te reposer pratiquement la même question que pour ton projet de maîtrise. Est-ce que tu veux nous dire les grandes lignes du projet de recherche? Donc, les questions de recherche, les hypothèses initiales, le corpus de sources. Le corpus, on en a parlé un peu tantôt. Oui. Écoute, oui. En fait, ça a été quand même un peu long parce que c'est ça, tu sais, il y a différentes manières de commencer un projet. Puis moi, je partais avec une source. Je savais pas en tout quelle question j'allais poser à cette source-là, là, mais j'avais une source. Puis là, on a réfléchi avec Magda, puis elle m'a dit écoute, il y a un nouveau courant historiographique qui s'appelle l'histoire des émotions. On a une prof qui est arrivée à l'UQAM il n'y a pas longtemps qui s'appelle Piroge Kanaji qui travaille là-dessus. Va lire là-dessus. Peut-être que ça pourrait comme être un de tes cadre théorique. Puis là, j'étais allée lire sur l'histoire des émotions, puis j'ai fait « wow! On va là-dedans. » Et donc, les questions que je me suis posées, en fait, c'est drôle parce que souvent, c'est à la fin de la thèse que tu réalises à quelle question tu as répondu. C'est ça change au fil du projet. Mais je me suis rendu compte que finalement, je me suis posé essentiellement 3 questions. J'ai essayé de comprendre la vision du monde de Marie-Louise Globensky, qui était une bourgeoise très catholique montréalaise, qui est née en 1849 et morte en 1919. C'est la mère aussi de Marie-Gérin-Lajoie puis de Justine Lacoste-Beaubien qui a fondé l'hôpital Sainte-Justine. Donc, c'est une grande famille importante. Puis elle était très, très, très pieuse. Puis, tu sais, les historiens des femmes s'étaient pas tellement intéressés à son journal intime parce que elle n'y avait vu au départ, parce qu'il était déjà il y en avait une copie à BNQ, que de la religion. Puis ça les avait comme un peu repoussés. Et donc, mais là, avec l'angle émotion, on pouvait y voir vraiment plus que la religion. Et donc, je me suis posé des questions sur sa vision du monde, sur ce que sa vision du monde révélait sur les normes de son milieu. Donc, à partir d'elle, mieux comprendre sa communauté émotionnelle, c'est-à-dire la bourgeoisie catholique montréalaise francophone. Et je me suis aussi, ma thèse aussi réfléchit sur l'utilisation des écrits autobiographiques en histoire parce que c'est des sources à prendre avec des pincettes. C'est des sources qu'on peut pas prendre pour du cash, excusez-moi l'expression. Les gens écrivent avec une intention d'écriture. Les gens écrivent en sachant qu'ils laissent des traces. Donc, il faut interroger ces sources-là d'une manière particulière pour aller pour aller au plus près de la vérité de ce qu'ils nous disent. C'est sans jamais être certain qu'on y arrive. Ouais. C'est-tu clair, mon affaire? Oui, mais en fait, ça me surprend parce que j'avais entendu comme la genre de version inverse. De quand tu tombes sur un journal intime, tu tombes sur une source qui n'est pas prévue pour être lue. Et ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Ça, c'est pas vrai, en fait. Non, au contraire, ce que la littérature sur les journaux intimes, c'est surtout en lettres là, que les gens se sont penchés là-dessus. Au contraire, démontre que les traces que les gens laissent, il y a toujours eu une forme de conscience que tu laisses une trace.
même si tu avais prévu peut-être que tu la détruirais avant de mourir, tu es conscient au moment où tu l'écris que tu laisses une trace. Puis dans le cas de Marie-Louise Glebinski, c'était évident qu'elle voulait pas détruire son journal. En fait, c'est écrit à la première page dédiée à mes enfants. Ah oui, OK. Oui. Puis elle voulait... C'est devenu... Ce journal-là était comme une espèce de manuel pour dire à ses enfants et petits-enfants, voici ce que c'est qu'être une bourgeoise catholique et le chemin à suivre, c'est ça. C'est celui-là. C'est ça qu'on sent, en fait. Ah ouais? Oui. Fait que dans tes grands résultats principaux, ça l'a sorti? Oui, il y a ça qui sort. Mais il y a beaucoup de choses qui sortent aussi, là. Il y a... Attends un peu que j'arrive à mes résultats. C'est ça, tu sais, ma thèse est divisée en 4 chapitres principaux sur 4 émotions. OK. Donc, la tristesse, la joie, la peur et l'amour. Puis, une des choses qui est peut-être un peu plus frappante qui ressort de la thèse, c'est le chapitre sur la joie. J'en ai fait un article aussi, parce que ce qui avait été vu de Marie-Louise Glebinski jusque-là, c'était qu'elle valorisait beaucoup la souffrance, puis que, tu sais... mais finalement, c'est vrai, mais aussi, elle valorise la joie. Mais la joie dans certains contextes, certaines joies qui sont perçues par elle, puis par sa communauté émotionnelle comme vertueuses. Donc, ça, c'est dans mon article paru dans la RAF, là, que j'analyse plus ça, et dans la thèse. Puis aussi, c'est ça, on voit que à travers le personnage, parce que j'essaie, tu sais, c'est pas un travail biographique, c'est un travail plus micro-historique, donc ça veut dire que j'essaie de voir une société à travers un personnage, plutôt que de voir comment un personnage se distingue dans sa société. Ouais. Fait qu'en voyant comme une société à travers un personnage, je vois comme que les normes émotionnelles, qu'est-ce qui est bien vu de ressentir puis d'exprimer dans ce milieu-là, c'est au service du statu quo sur le plan des rapports de genre, des rapports de classe, puis de l'hégémonie de l'Église catholique. Les normes émotionnelles. Oui, les normes émotionnelles. Ouais. Si tu veux, on pourrait peut-être là aller plus justement à l'histoire d'émotions. Oui, mais c'est ça, ça serait un bon pont. Fait que, mettons qu'on se détache, on va vraiment plus au point de vue, je dirais quasiment épistémol, mettons. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu plus ce champ de recherche-là aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, l'histoire des émotions? Oui. L'histoire des émotions, c'est comme un nouveau courant de recherche qui date du début du 21e siècle, 2002. Wow, OK, c'est vraiment récent. Oui, c'est vraiment super récent. Mais il y a comme des ancêtres à l'histoire des émotions. Ça a commencé officiellement, ça s'est comme créé en courant en 2002 avec les travaux de Barbara Rosenwein et de William Reddy aux États-Unis, 2 historiens qui travaillent sur l'époque médiévale puis l'époque moderne, qui, eux, en fait, travaillaient chacun de leur côté, mais en même temps, ils se sont intéressés, en fait, ils sont intéressés aux travaux en psychologie qui se posaient la question, c'est quoi une émotion? Puis là, à partir de là, ils se sont dit, on sait c'est quoi une émotion maintenant, ce qu'on ne savait pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça peut être un objet d'étude en histoire. Mais en réalité, ils s'inscrivent dans une longue lignée d'historiens qui s'intéressaient à tout ce qui est sensible. Comme même en Grèce antique, Thucydide s'intéresse aux émotions telles que perçues par les Spartiates puis par les Athéniens. Après ça, Michelet, plus tard en France, qui parle des passions nationales. Après ça, l'histoire des mentalités avec Jean Delumeau, la peur en Occident, puis bien d'autres. Puis après ça, l'histoire des sensibilités de Alain Corbin. Donc, tout ça, pour moi, ça fait partie du grand parapluie de l'histoire des émotions, qui, finalement, en gros, cherche à réintégrer le sensible dans l'histoire. Oui. Qui était très dévalorisé, en fait, depuis le 18e siècle, où est-ce qu'on avait l'impression que c'était pas sérieux. Tout ce qui touchait au sensible pouvait pas être vraiment sérieux. Pourquoi tu penses qu'il y a eu ce tournant-là? Entre autres, parce que le sensible est associé au féminin. Et que le féminin, c'est pas très sérieux.
Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais, ça marche. Puis là, bon, quand on a dressé le portrait, comme tu dis, le parapluie, on a été un peu aux États-Unis, un peu en France. Ouais. L'historiographie de l'histoire des émotions au Québec. Il y en a pas. Il y en a pas, hein? Il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a pas. Moi, quand on dit histoire des émotions, je pense à toi. Ouais, mais c'est ça. Je pense qu'il n'y en a pas encore beaucoup. Mais en fait, il y a Piroche Canagé qui vit au Québec, qui enseigne au Québec, qui fait l'histoire des émotions, mais elle ne travaille pas sur le Québec. C'est ça. J'essaie de la convaincre de travailler un peu sur la Nouvelle-France. J'ai essayé, en tout cas. Mais sinon, non, c'est ça, il n'y en a pas encore. C'est un courant qui fait peut-être un peu peur. C'est parce que les gens ne savent pas trop comment s'y prendre. Puis c'est vrai que c'est un peu compliqué, tu sais. Parmi les travaux qui existent en histoire des émotions, là, je dirais que, j'exagère peut-être, mais il y a une grosse, je ne vais pas mettre un pourcentage, il y en a une grosse partie qui justifie le fait de faire de l'histoire des émotions plutôt que de faire de l'histoire des émotions, vraiment. OK. Ouais. Donc, tu sais, c'est des travaux très théoriques. Il y en a quand même des travaux plus concrets qui s'intéressent à certaines émotions, comme aux États-Unis, une historienne qui a travaillé sur l'émotion homesickness, qui est comme le mal du pays, qui a fait des super bons travaux. Elle s'appelle Suzanne Matt. Donc ça, je pense que ça devrait se développer au Québec, mais c'est pas encore là. Ah ouais. Comme la notion d'émotion collective aussi. Oui, ça aussi. Fou, sa façon d'histoire du Québec. Ben c'est ça, il y a vraiment un potentiel énorme. Puis tu sais, il y a plein d'historiens intellectuels, qui font de l'histoire intellectuelle, qui s'intéressent aux idéologies, qui voient juste la partie rationnelle des idéologies. Ouais. Mais les idéologies, là, honnêtement, c'est plus que 80% émotionnel, 20% rationnel. En tout cas, à mon avis, il y a beaucoup de subjectivité et d'émotion là-dedans, mais c'est pas comme considéré, parce qu'on sait pas comment les prendre. C'est trop intangible, c'est délicat. C'est un sujet qui fait peur aux historiens. Puis toi, personnellement, comment tu t'y es pris, justement, pour traiter l'intangible? C'était quoi ta relation avec l'objet d'étude? C'est ça. C'est complexe parce que, tu sais, on se dit... les seules traces que j'avais des émotions, moi, c'était le langage. Mm-hmm. C'est des mots. Puis, et donc, comment, tu sais, à travers les mots, il y a comme plusieurs couches de médiatisation. Tu sais, les mots de Marie-Louise Globensky, est-ce qu'ils représentent exactement ces émotions? Puis, est-ce que moi, comme humain du 21e siècle, je suis capable de comprendre une émotion du 19e? Il y a toutes ces questions-là, tu sais. Mais, puis il y a l'autre question aussi. Est-ce que on a le droit ou on devrait s'intéresser aux définitions que l'on se fait aujourd'hui des émotions, mettons en 2020-2022, pour étudier les émotions du passé? C'est complexe. J'ai essayé de naviguer un peu là-dedans, mais pour moi, étant donné que mon sujet d'étude n'était pas si éloigné, puis que les définitions de, mettons, la joie ou la colère étaient à peu près similaires dans les dictionnaires de l'époque de Marie-Louise Globensky que dans la mienne, bien, j'ai pris un peu ces objets-là comme on les comprend, mais j'ai essayé de m'approcher le plus possible de son vécu. Ouais. Fait que t'as consulté des documents, mettons, psychologiques de son époque, de la nôtre, d'un peu, pour aller voir. Oui. Wow. Ben, okay. Des dictionnaires aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, wow. Puis, mais aussi la question, tantôt, tu parlais de paysage émotionnel. Oui. C'est quoi un paysage émotionnel? Ben, en fait, je pense que je ne l'ai même pas défini dans ma thèse. C'est dans le titre, mais c'est pas défini nulle part. En fait, c'est un peu comme qu'est-ce qu'on pense que c'est. Là. C'est un paysage, tout ce qu'il y a dedans. C'est tout ce qu'il y a dans la vue là, qu'on a là, devant, sur le belvédère là, du Mont-Royal. On regarde le paysage, il y a tout ça. Ben, là, on regarde le paysage des émotions, donc il y a toutes les nuances qu'il y a dans les émotions exprimées. On a plus accès aux émotions exprimées qu'aux émotions vécues. Mais c'est ça. C'est ça le paysage. Puis communauté émotionnelle, c'est quoi? Communauté émotionnelle, c'est comme un groupe. Ça peut être un petit groupe, comme, mettons, une équipe de hockey ou
je sais pas moi, les employés de Radio-Canada. C'est un groupe professionnel ou social ou sportif qui partagent un peu les mêmes normes émotionnelles, les mêmes manières, par exemple, les mêmes émotions valorisées, émotions dévalorisées, les mêmes manières de les exprimer. Puis donc, ça a été théorisé par Barbara Rosenwein. Et donc, nous, selon elle, les individus, on appartient à plusieurs communautés émotionnelles, ce qui explique qu'on ne se comportera pas de la même manière, par exemple, dans notre équipe de baseball qu'à l'université. Ouais. Parce que c'est pas les mêmes normes, les mêmes attentes sur le plan des émotions qu'on a le droit de ressentir et d'exprimer dans tel contexte, puis des manières de... C'est tellement intéressant. Puis, quel avenir est-ce que tu entrevois pour l'histoire des émotions au Québec? Tu dois avoir plein d'idées de travaux à faire. Oui, mais en fait, je suis un peu pessimiste et détachée, peut-être. OK. Oui, je me suis détachée parce que c'est ça, j'ai pas poursuivi dans la carrière universitaire. Mais j'ai donné une charge de cours à l'Université de Sherbrooke l'hiver dernier sur l'histoire des émotions. Ça a été le premier cours en histoire des émotions au Québec. Puis là, on a fait un peu comme le panorama là, du champ. Donc, quel avenir j'entrevois? Pour l'instant, j'en vois pas tellement, mais je souhaite que des gens prennent le relais puis s'intéressent à ce sujet-là puis n'aient pas peur. Je te confirme que ça marche parce que, anecdote, j'ai eu 1 an, je pense, la communication de profession historienne a eu lieu. Puis justement, moi, je t'avais vu parler. Puis à l'époque, quand je réfléchissais à qu'est-ce que je m'en vais faire à la maîtrise, moi, dans ma tête, c'est ça que je faisais. Là. Ah oui, hein, c'est vrai, j'étais allée te voir. J'étais au croisé au coin de la rue. J'étais moi, je vais faire comme toi. ça veut dire que ça marche. Ça a ouvert un pan. Oui, c'est vrai. Mais peut-être qu'il y en a qui... J'espère que ça va donner des idées. Puis à la fin de ma thèse, dans la conclusion, il y a plein de pistes de recherche à poursuivre. Puis la réception des étudiants dans la classe, quand tu donnais cette charge de cours-là, est-ce que les gens envoyaient avec des idées, problèmes? Comment ça... les étudiants, c'est intéressant parce qu'ils travaillaient... Je leur ai proposé de travailler sur les thèmes, les aires spatio-temporelles qui les intéressaient déjà. Ils étaient en dernière année de bac, puis ils s'en allaient, pour certains, à la maîtrise l'année d'après. Donc, j'espère, mais tu sais, je sais pas trop si ça marchait aussi bien que j'aurais voulu, mais tu sais, leur avoir ouvert les horizons pour qu'ils trouvent d'autres points de vue pour regarder leur sujet. Par exemple, j'avais un étudiant qui travaillait il s'intéressait à la Révolution haïtienne. C'est ça qu'il voulait faire à la maîtrise. Et là, il a fait un travail sur la haine, l'émotion de la haine, dans les écrits du général Leclerc, puis de Toussaint Louverture. Et donc, je trouve, tu sais, en analysant ça de ce point de vue-là, on peut revisiter un sujet qui a été visité par plusieurs corps d'historiens, puis y voir quelque chose de différent, ça me semble. Mais il faut juste que les gens le fassent. On va se donner 5-6 ans, mais il va y avoir quelques petits travaux qui vont arriver, je suis sûre. Peut-être, on souhaite. Oui. Puis, admettons qu'on revient là, à ton cheminement académique et professionnel. Après ton doc, tu as fait un stage post-doc. Oui. À l'université Concordia. Oui. Puis, j'ai l'impression que le post-doc, ça a quand même une dimension qui est assez floue pour beaucoup de personnes. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est, comment est-ce que ça se déroule, puis c'est quoi le but d'un post-doctorat en histoire? On appelle ça comme un stage post-doctoral. Ça veut dire que finalement, tu bénéficies des lumières d'un mentor dans une autre université généralement qui est celle d'où tu viens pour poursuivre tes recherches sur un sujet connexe à ton sujet de doc en général, mais pas le même. Puis là, tu vas ouvrir tes horizons avec un autre chercheur. Mm-hmm. Mais en réalité, tu sais, dans les stages postdoctoraux financés par les organismes gouvernementaux au Québec ou au Canada, c'est ça, t'es pas payé par l'université qui t'accueille, t'es payé par le FRQSC ou le CRSH, puis, mais t'es accueilli dans une université. Donc, moi, c'était à Concordia avec Peter Gossage, qui est un spécialiste de l'histoire de la famille. Puis là, moi, j'ai travaillé sur l'histoire de la fratrie parce que j'avais pas eu d'espace dans ma thèse, puis pas eu de temps pour approfondir le sujet des relations entre frères et sœurs.
Puis ça me fascinait. Puis c'est un des parents pauvres de l'histoire de la famille. En voilà, une piste de recherche. La fratrie? Oui, la fratrie. Ah ouais? Hein? Oui, les relations horizontales dans la famille, ils sont presque pas étudiées. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on s'intéresse à la transmission. Oui. Tu sais, notamment matérielle, des héritages et tout ça, mais aussi à la filiation, mais très peu. Alors que les sœurs, les frères, les cousines, les tantes, les cousins, les oncles, c'est des personnages super présents à toutes les époques, puis qui n'ont pas puis la fonction de la sororité, comme je disais dans mon projet, évolue au fil du temps. Puis là, moi, je voulais voir les fonctions de la sororité chez 2 générations de femmes de la famille Lacoste-Glowinski entre 1850, je pense, et 1945, quelque chose de même, à travers des lettres. Là, je m'intéressais aux correspondances. OK. Tu as changé un peu le format de source. Ouais, c'est ça. Puis, ben, j'ai malheureusement pas eu le temps d'aboutir ces travaux-là. Tu sais, j'ai entamé, puis on a fait un projet aussi avec Peter sur la fratrie dans les sources judiciaires. C'est super intéressant. Là, il y a un article qui est en cours d'écriture. Mais c'est ça. Donc, le stage finit après 2 ans, puis... C'est ça, on a fait de la recherche, mais parfois on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. Ouais. Puis, pour terminer, on va aller dans le volet un petit peu plus épistémo. Là, ça, c'est vraiment pour ma curiosité personnelle. On revient aux bases. Là. Oui, j'ai aimé tes questions. C'est quoi l'histoire pour toi? Ben, l'histoire, ce n'est pas une série de faits figés. Qu'est-ce que c'est, donc? C'est le récit qu'on se fait de ce qui s'est passé. Puis c'est un récit qui est constamment en évolution. Ça, on comprend ça un peu tard dans notre cheminement. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé mon bac en histoire, ça a pris du temps. Là. Moi aussi. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que l'histoire, c'est le récit qu'on se fait de ce qui s'est passé. Un récit qui change, qui évolue avec le temps, avec les générations, en fonction des nouvelles sources qu'on peut trouver, puis des nouveaux angles de vue, comme l'histoire des émotions, c'est un nouvel angle, puis des nouvelles préoccupations qu'on a dans le présent. L'historien appartient à son époque, là. Mm-hmm. Puis pas s'en sortir. Mais c'est ça. C'est comme ça que le récit évolue. Puis à quoi ça sert? À quoi ça sert? Écoute, je suis en train de lire, j'avais jamais lu avant, là, j'aurais dû, le roman graphique Mouse de Art Spiegelman sur l'Holocauste. Puis je pensais à ça en lisant ta question, parce qu'on entend souvent, c'est un peu comme un cliché, ça sert à ne pas répéter les erreurs de l'histoire. Mais je pense que c'est quand même un peu vrai que, tu sais, je veux dire, il faut absolument connaître d'où on vient pour essayer de ne pas répéter les pires erreurs. Mais plus que ça, je trouve que l'histoire, ça sert à nous rendre plus humains. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que le passé, c'est une autre culture. Ouais. Les passés, c'est d'autres cultures. Puis quand on s'intéresse aux cultures du passé, à la manière d'un historien ou d'une historienne, on s'intéresse à une culture sans la juger, en essayant vraiment de la comprendre. Puis, il me semble que c'est quelque chose qui se transpose dans le présent. Tu sais, s'intéresser à nos frères humains de d'autres cultures. Donc, ça sert aussi à ça, à nous rendre plus humains. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que, j'entendais, je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça, mais que là, il y a des critiques qui commencent à dire, ça fait peut-être quelques temps, mais que les étudiants en médecine, puis les étudiants qui choisissent la filière sciences à partir du cégep, là, n'ont pas de cours d'histoire. Non. À partir du cégep, en fait, ils ont un problème avec l'empathie. Mais avec la culture, puis avec l'empathie, oui, parce que l'enseignement de l'histoire, la connaissance des autres cultures, ouvre à l'autre, puis à l'empathie. Puis là, il y a des gens qui militent pour qu'on enseigne les sciences humaines aux étudiants en médecine, puis pour qu'ils aient une culture plus grande, une empathie plus grande, puis moi, je suis totalement pour. C'est vrai, c'est tellement séparé, dans le fond, hein, quand on arrive au collégial, 2 gangs. C'est terrible, oui. Puis même nous qui choisissons pas le volet sciences, on n'a pas tellement de culture scientifique. On manque de quoi, on manque de quoi, oui. Je pense que oui. Puis ça nous aiderait, justement, le volet épistémo, construction du savoir, de savoir comment les sciences,
Ouais. Wow. Ouais. Donc, puis là, même encore dans cette optique de petites questions simples. Oui. C'est quoi un historien ou une historienne? Un historien ou une historienne, en fait, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre le passé. C'est ça que je dirais. Ouais. Puis ça fonctionne. Oui. Vas-y. C'est ça, tu sais, il cherche à comprendre le passé, mais c'est ça. Mais je me répète un peu, mais sans jugement. Puis surtout, le but pour l'historien, c'est pas, mettons, de se justifier dans son idéologie du présent, là, ou de s'en servir pour justifier son projet politique. C'est pas ça, un historien. Un historien, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre pour comprendre. Juste ça. Moi, je trouve... J'adore. Il faut qu'on termine. Oui, hein? Il faut qu'on termine. Il reste encore quelques petites questions, mais je vais sauter tout de suite à la fin. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? J'ai même pas eu droit à c'est quoi ta relation avec l'historiographie? Oui, c'est vrai! Quelle est ta relation avec l'historiographie? C'est une belle relation, c'est une belle relation. On la fera sous forme de texte. C'est ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Ouais. Ben, présentement, c'est ça, j'enseigne au secondaire. Ouais. Et même à la fin du primaire, j'enseigne l'histoire dans une école privée de Montréal. Et ben, j'ai beaucoup de plaisir à enseigner, en fait. C'est ça, tu sais, finalement, c'est ça, c'est comme une autre étape. Après avoir été vraiment plongée dans la recherche, là, j'ai l'impression d'être plus dans le présent et de transmettre, justement, pour semer des graines de culture, d'empathie. Mes élèves en 6e année, là, on a parlé de la Deuxième Guerre mondiale. Là, j'ai l'impression que c'est important, c'est utile de leur parler de ça pour qu'ils se fassent jamais prendre dans un mouvement idéologique comme ça, ou en tout cas. Fait que c'est ça mon défi en ce moment. C'est super. Ouais. Ben, merci infiniment merci d'avoir beaucoup. participé à l'épisode. Puis, Merci de m'avoir invité, vraiment. C'était vraiment un plaisir. Merci, Sophie. OK, pareil.